tous, bienvenue dans ce 214e briefing d'éclairage sur l'actualité que vous attendez tous avec impatience. Le rendez-vous du jeudi est devenu incontournable pour nombreux d'entre vous, avec toujours cette possibilité de regarder sur YouTube en différé. Et n'hésitez pas d'ailleurs à le partager à vos amis et connaissances pour qu'ils aient eux-mêmes un meilleur éclairage sur la réalité de la Russie, de la relation franco-russe. Nous avons nos deux experts aujourd'hui, donc Arnaud et Igor, et c'est Arnaud qui va commencer avec, pour une fois, la politique, plutôt que l'économie. Merci, Président. Bonjour à tous. Effectivement, une fois n'est pas coutume, je vais commencer mon propos par le chapitre politique intérieure. Pourquoi? Parce qu'il y a un sujet, me semble-t-il, important qui s'impose dans l'actualité depuis quelques heures, un sujet majeur, mais qui s'appelle Ramzan Kadyrov. Ramzan Kadyrov, le chef de la Tchétchénie, a fait deux déclarations qui sont plus que des pavés dans la mare. C'est quelque chose de, à mon avis, de plus important que ça. La première, hier soir, une prise de position par le biais de sa chaîne Telegram. Plutôt, non, c'était le 7 octobre, pardon, c'était le 7 octobre dans lequel donc Ramzan Kadyrov critique vertement les évolutions en cours ou envisagées de la politique migratoire de la Russie. Il évoque, je cite, une inquisition désordonnée à propos des contrôles croissants dont font l'objet les travailleurs immigrés, la plupart en provenance d'Asie centrale. Et il estime qu'en attisant la haine des migrants, je cite, au sein de la société, on n'arrivera à rien de bon. Au contraire, nous ne ferons qu'aggraver la situation. Alors, c'est important et intéressant parce que, il y a un débat en Russie actuellement, on s'en est fait l'écho ici lors de nos briefings, sur la politique migratoire. Ce débat a pris une nouvelle tournure depuis l'attentat de la mi-mars à Crocus, qui a fait plus d'une centaine de morts. Alors, j'avais ici euh, expliqué les prises de position de Dmitri Medvedev, de M. Volodine, président de la Douma, mais également celle d'Alexandre Bastrykine, le chef du comité d'enquête, qui est en pointe dans ces discussions. Eh bien, le chef de la Tchétchénie se pose quelque part en représentant des musulmans de Russie et au-delà, ce qui, je pense, est très problématique pour le Kremlin. La dernière, je le rappelle, la dernière divergence majeure exprimée publiquement par Kadyrov par rapport à la politique du Kremlin remonte à 2017. Il s'agissait à l'époque, Igor s'en souvient, de la condamnation de la répression des minorités musulmanes en Birmanie, Birmanie dont le régime bénéficie par ailleurs du soutien de Moscou. Donc, à suivre, mais en tout cas, cette prise de position a surpris, puisqu'encore une fois, on ne parle pas forcément de Caucasiens, mais plutôt de Kirghizes, de Tadjiks, d'Ouzbeks. C'est plutôt au nom de ces personnes-là que Kadyrov s'exprime. La deuxième déclaration, elle est beaucoup plus récente. Elle date de ce matin. Et Ramzan Kadyrov s'exprime sur l'affaire Wildberries, dont on a encore une fois parlé ici. J'avais souligné que le cofondateur de cette société euh, s'était adressé à Kadyrov pendant l'été pour contrebalancer les initiatives de son épouse, Tatiana Bakalchuk, désormais Madame Kim, qu'il avait emporté en droit. Eh bien aujourd'hui, Kadyrov s'est exprimé sur ce dossier et il a ni plus ni moins que promis une vendetta contre un oligarque de premier plan, Monsieur Kerimov, daguestanais, et deux députés de la Douma d'État, daguestanais eux aussi. Il estime, il affirme en tout cas avoir la preuve que ces personnes ont commandité son assassinat, et sauf preuve du contraire, eh bien, il déclarera une vendetta. Donc c'est assez sidérant, il faut quand même le dire, puisqu'un chef de région lance une vendetta contre un sénateur oligarque et deux députés de la Douma d'État.
C'est un nouvel épisode très fâcheux pour le Kremlin dans cette affaire. Le premier, c'était bien sûr la fusillade qui a eu lieu il y a une quinzaine de jours à quelques mètres du Kremlin, au siège de Wildberries. Aujourd'hui, cette affaire prend une tournure politique, intra-caucasienne. Et quand on connaît le caractère inflammable de la région, ce n'est certainement pas une bonne nouvelle pour le pays. Donc, affaire à suivre de très près. Deuxième nouvelle politique qui, là encore, donne quelques indications sur l'air du temps ou sur le front de l'air, comme on voudra. Le premier vice-recteur de l'Université sociale de Russie, M. Aliyev, a déclaré le 4 octobre, lors d'un entretien à la radio, que les paramètres d'un nouvel impôt visant les personnes sans enfants étaient prêts. Donc son université aurait élaboré un nouveau barème, notamment d'impôt sur le revenu majoré de 3% pour les personnes sans enfants et sur les successions qui pourraient être majorées de 5%. Alors, encore une fois, il s'agit d'une déclaration d'un universitaire, mais cela veut dire des choses. Cela rappelle que depuis quelques semaines, il y a un débat plus ou moins contrôlé sur l'interdiction de l'idéologie child-free, comment s'y prendre. Enfin, on voit que quand on ouvre un débat comme ça, peu contrôlé, eh bien, il y a des idées parfois assez farfelues qui peuvent surgir. En tout cas, au sein de la majorité présidentielle à la Douma d'État, il n'y a pas de consensus sur la question. Certains sont pour, d'autres, notamment la présidente de la commission des affaires familiales, a déclaré qu'une telle initiative, donc d'un impôt sur l'absence d'enfants, susciterait, je cite, la peur et la défiance à l'égard des autorités. Autre nouvelle politique, le militant d'opposition Ildar Dadin, dont on avait parlé en 2015. Pourquoi? Parce qu'il a été le premier citoyen de Russie condamné à la prison en vertu d'une loi entrée en vigueur en 2014 qui réprime les manifestations qui n'ont pas été autorisées au préalable par les autorités. Eh bien, Ildar Dadin a été tué par l'armée russe sur le front ukrainien. Ildar Dadin avait rejoint les rangs de l'armée ukrainienne il y a quelques mois. Autre, je ne sais pas si on peut appeler ça un fait divers, en tout cas un événement sociétal, politico-sociétal. Un blogueur orthodoxe de la région de Saint-Pétersbourg, qui était accusé de violence sexuelle sur une fillette de 11 ans, n'a finalement pas été placé en détention par le tribunal chargé de statuer sur sa situation. Il devrait prochainement signer un contrat d'engagement avec le ministère de la Défense et partir pour le front ukrainien. De quoi parle-t-on encore à Moscou ces derniers jours? De l'interdiction de la plateforme de discussion Discord, qui est interdite par Roskomnadzor, le gendarme russe des télécoms, pour, je cite, violation des exigences de la législation russe. Alors, Discord était beaucoup moins utilisé que, par exemple, que Telegram, mais certaines catégories, comme par exemple les enseignants, les étudiants, on sait que dans l'enseignement supérieur, par exemple, c'était assez utilisé. Il y a eu un début de polémique parmi les correspondants militaires sur le fait de savoir si ça pourrait ou pas porter atteinte à l'efficacité des troupes sur le front. Il semblerait malgré tout que ce soit assez marginal et qu'elle soit assez peu utilisée. Enfin, un nouveau citoyen américain, un de plus, Stephen Hubbard, âgé de 72 ans, a été condamné à 7 années de prison à l'issue d'un procès express. Il était accusé d'avoir été un mercenaire au service de l'armée ukrainienne. Il était détenu en Russie depuis plus de 2 ans en secret. On ne connaissait pas vraiment son histoire. Ce qui me fait dire qu'on devrait prochainement, ou en tout cas dans les prochains mois, voir ressurgir la question d'un échange de prisonniers entre la Russie et les États-Unis. En tout cas, côté russe, il y a un certain nombre de ressortissants américains qui purgent des peines dans les prisons du pays. J'en viens maintenant aux questions économiques. Le sujet le plus significatif, me semble-t-il, de la semaine, c'est l'effritement du cours du rouble, fixé pour aujourd'hui à près de 97 pour un dollar et à 106,4 pour un euro. Il faut savoir que depuis le 1er septembre, la monnaie russe a perdu plus de 7% de sa valeur par rapport aux deux grandes devises occidentales. Alors, comment l'expliquer? Sans doute par
l'effritement des cours du pétrole en septembre, aussi sans doute par la reprise des importations vers la Russie. Euh, Quelles sont les mesures envisagées et surtout, est-ce que cette tendance pourrait se poursuivre? La Banque de Russie a annoncé des interventions beaucoup plus importantes sur les marchés de change. Elle va vendre des devises tous les jours pour au moins 5 milliards de roubles. C'est 25 fois plus que précédemment. Donc on peut penser que ça devrait stabiliser les choses. Et je rappelle que pour 2025, le budget fédéral prévoit un cours moyen du dollar à 96,5, c'est-à-dire à peu près le cours d'aujourd'hui. Les premières estimations de Rostat et du ministère de l'Économie à propos de la consommation des ménages qui a augmenté en août de 4,7%. Donc, ça se poursuit, mais c'est un peu moins qu'en juillet, ce qui confirme le ralentissement dont on parlait la semaine dernière de l'activité générale en Russie. Le budget, lui, on sait que c'est un indicateur important pour les autorités russes dans le contexte actuel, eh bien, il est exécuté avec un déficit minimal, 0,1% du PIB sur les 9 premiers mois de l'année. Les dépenses devraient cependant s'accélérer au cours du dernier trimestre, de sorte que le ministre des Finances anticipe un déficit de 1,7% à la fin de l'année. Quelques chiffres encore. Les exportations de gaz naturel liquéfié russe sur les 9 premiers mois de l'année qui ont augmenté de près de 5%. Il s'élève à 24 millions de tonnes. Quelle est la répartition? À peu près 11 vers l'Europe et un peu plus de 13 écoulés sur les marchés asiatiques. Euh, et avec le rouble, et j'en terminerai là, l'autre sujet qui euh, suscite beaucoup d'intérêt et d'attention dans les cercles économiques à Moscou, c'est celui du taux directeur de la Banque de Russie. Je rappelle qu'il est aujourd'hui à 19 points, qu'il était à 13 seulement l'année dernière, et que les directeurs de la Banque centrale vont se réunir le 25. Et il y a beaucoup de rumeurs en ce moment à Moscou sur une possible hausse à 21, voire 22%. Il y a également des rumeurs sur de possibles tractations entre la présidente de la Banque centrale, Madame Nabiulina, qui est critiquée par une partie des industriels de ce qu'on appelle l'économie réelle. Elle est accusée de tuer l'activité par des taux d'intérêt trop élevés. Et le conseiller économique du président, Monsieur Oreshkin. On verra quelle ligne l'emporte. L'inflation reste autour de 7-8%. On voit que l'activité ralentit, notamment dans le secteur du BTP. C'était, à vrai dire, l'objectif du relèvement du taux directeur, hein. Madame Nabiulina s'inquiétait d'un emballement du marché immobilier, voire même de la création d'une bulle. Donc, à cet égard, le premier objectif semble atteint. On voit par ailleurs, et ça c'est une mauvaise surprise pour les autorités russes, que l'agriculture donne quelques signes de faiblesse en raison notamment de mauvaises conditions climatiques dans les grandes régions céréalières. En tout cas, les bons chiffres de l'année dernière ne seront pas réitérés. Euh, L'industrie semble par ailleurs plafonner, alors elle n'est pas encore une fois en recul, hein, mais simplement la hausse devient de plus en plus limitée parce que l'effet de base a cessé de jouer et surtout parce que les capacités sont utilisées pratiquement à leur maximum. Donc voilà un petit peu les données du problème. Euh, et tout le monde attend ce 25 octobre et la décision du Conseil des directeurs de la Banque centrale. Pour autant, et je tiens quand même à le souligner, les autorités russes ne sont pas inquiètes fondamentalement quant à la situation macroéconomique du pays. Je l'ai dit, le budget est tenu, les finances publiques sont saines. Les principales priorités du gouvernement, au-delà de l'effort de défense qui est majeur, sont elles aussi
poursuivi, hein. Il y a les projets nationaux sur la souveraineté technologique, sur les infrastructures bénéficieront de financements en hausse dès l'année prochaine. Et par ailleurs, et je terminerai là-dessus, c'est une transition vers la politique étrangère et donc vers Igor, le rebond des cours du pétrole consécutif aux récentes tensions au Moyen-Orient ajoute à l'optimisme de la direction russe. Voilà ce que je pouvais dire, Président, aujourd'hui. Merci beaucoup. Et je crois qu'avant de passer la parole à Igor, on va un peu déblayer quelques questions. Bien évidemment, ces nouvelles sur Kadyrov font beaucoup réagir, avec deux questions. D'abord, est-ce qu'il y a des réactions des officiels russes? Que c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire et assez lourd de menaces pour la stabilité intérieure, je dirais, du pays. Et deuxième chose, c'est quoi concrètement une vendetta pour Kadyrov? Alors, c'est ça qui est fascinant, là. Déjà, le propos lui-même, qu'un président d'une région certes très particulière, mais quand même un personnage public, appelle au meurtre finalement, puisque c'est ça. C'est en soi assez extraordinaire, surtout quand on connaît la personnalité de Kadyrov et ses antécédents et le potentiel, je dirais, de la Tchétchénie dans le domaine envisagé. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Quand on connaît l'histoire de la région, de la Tchétchénie, du clan Kadyrov, quand une personne comme lui s'exprime sur ce sujet et profère des menaces explicites, il faut le prendre au sérieux. En tout cas, ça veut dire quelque chose. Ce qui est également fascinant, c'est que, à l'heure où je vous parle, sauf s'il s'est passé quelque chose depuis un quart d'heure, eh bien, il n'y a aucune réaction officielle. Monsieur Peskov, porte-parole du Kremlin, s'est exprimé sur plein d'autres sujets aujourd'hui, les BRICS, la visite de Vladimir Poutine en Iran, mais pas là-dessus. Il faut dire que les journalistes du pôle présidentiel ont eu la pudeur, semble-t-il, de ne pas l'interroger à ce propos. Mais c'est assez étonnant. Alors, par contre, les réseaux sociaux, et notamment Telegram, euh, est en ébullition prudente. Cependant, au vu encore une fois, du pédigré des personnes concernées, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une vendetta. En russe, krovna месть, c'est-à-dire la vengeance par le sang. Tout est dit. Donc, c'est très explicite. Et évidemment, certains juristes et même certains observateurs non spécialistes s'interrogent sur la qualification pénale de tels propos pour tout autre citoyen de la Fédération de Russie. Donc à voir. Et par contre, les deux visées daguestanais ne sont pas exprimés. Non, ils ne sont pas exprimés. On verra, ce sont des gens très puissants par ailleurs, surtout M. Kérimov, qui est l'un des oligarques les plus riches de Russie, qui est l'un des hommes forts du Daghestan, qui a ses entrées au sein du pouvoir. Donc il y a d'autres relais que M. Kadyrov. La mauvaise nouvelle pour le Kremlin, c'est que l'homme le plus puissant de Tchétchénie et l'homme le plus puissant du Daghestan soient en conflit ouvert. Ça, c'est très grave, objectivement. Et donc, est-ce que ça peut constituer une forme d'embrasement du Caucase ou ça reste limité à des relations interpersonnelles? Embrasement du Caucase, je ne pense pas. La dernière fois, c'était, vous vous en souvenez, en août 99, dans un contexte très particulier, des détachements de Chamil Bassayev qui avaient essayé de prendre quelques villages du Daghestan, lesquels avaient résisté, ce qui avait beaucoup surpris les islamistes tchétchènes. Il y a eu ensuite, plus récemment, des petits contentieux territoriaux. Mais traditionnellement, les relations sont très compliquées entre les Dagestanais et les Tchétchènes, Dagestanais qui sont par ailleurs multiethniques eux-mêmes. Euh, donc je ne crois pas que ça puisse dégénérer en guerre entre, j'allais dire, la police dagestanaise et les détachements, par exemple, de l'école du Spetsnaz de M. Kadyrov, en tout cas pas à ce stade. Mais, si vous voulez, ce qui est très choquant aussi, selon les critères russes, c'est que tout ça sorte sur la place publique. Ce genre de différend, généralement, est réglé plus ou moins discrètement, d'ailleurs, mais en coulisses. Alors, ça peut être une arrestation, ça peut être un exil, ça peut être la confiscation des avoirs des uns ou des autres, s'il s'agit d'hommes d'affaires. Là, il est très difficile de faire machine arrière, pour les uns comme pour les autres. Bien, mais, l'avenir nous montrera ce qu'il en est.
Tu restes un peu dans la même région, on est en demande un peu autour. Y a-t-il des suites à la querelle entre la Russie et l'Abkhazie? Alors, à ma connaissance, non. On en est resté aux déclarations du ministère des Affaires étrangères russe qui explique qu'il y aura des réductions de financement, en fait, de la russe en direction, réduction des transferts financiers en direction de l'Abkhazie. Pourquoi? Alors, sans entrer dans les détails, il explique qu'il y a un équilibre dans la réciprocité des engagements. Concrètement, ça veut dire qu'il y a un mécontentement à Moscou quant à certaines décisions prises à Souchoum, en particulier à propos des restrictions faites aux étrangers sur le marché immobilier, dans le secteur hôtelier. Alors, les Afghans sont assez soucieux en réalité de leur souveraineté, même si certains considèrent qu'elle est limitée, mais ils doivent beaucoup à la Russie, hein, c'est ça que dit le Kremlin. C'est la Russie qui, à deux reprises, en 93-94 et en 2008, a contré l'armée géorgienne, a rendu possible l'indépendance de fait d'abord et de droit ensuite de l'Abkhazie. Et au Kremlin, et le Kremlin assure les fins de mois finalement du budget de l'Abkhazie, finance les retraites, les fonctionnaires, etc., etc. Et la Russie s'étonne que ces demandes ne soient pas satisfaites. C'est ça. Alors les Abkhazes, nous dit-on, craignent par exemple que des citoyens russes, mais d'origine géorgienne, investissent dans l'immobilier en Abkhazie, rachètent des hôtels, des infrastructures, créent une nouvelle situation. Les Abkhazes, je le rappelle, représentaient 17% de la population de la République autonome d'Abkhazie à l'époque soviétique. Ils étaient minoritaires chez eux, finalement, et ils sont très sourcilleux sur ces questions-là, y compris à l'égard de leurs protecteurs russes. Oui, j'imagine d'ailleurs si le reste de la population majoritaire est russe en Abkhazie. Alors, entre-temps, la composition de la population a évidemment évolué, puisque pratiquement tous les Géorgiens ont quitté le territoire de l'Abkhazie en deux vagues, en 93-94, puis en 2008. Donc aujourd'hui, les Abkhazes sont majoritaires, mais il y a d'autres minorités, des Arméniens notamment, mais également quelques Russes. Merci. Alors, une autre question, ça concerne le blocage de Discord. Est-ce que ça aura autant de succès que le blocage de Telegram il y a 1 ou 2 ans? Alors, il faut voir. Encore une fois, c'est beaucoup plus marginal parce que assez peu de monde finalement utilise Discord. Il paraît qu'une partie des jeunes aussi échangent des vidéos sur Discord, mais ça n'a certainement pas le même retentissement que le ralentissement de Telegram ou la possible interdiction de YouTube. Je pense que la question, c'est pour dire est-ce que Roskomnadzor a plus de moyens maintenant qu'il y a 2 ans? Peut-être. Et en tout cas, l'ampleur de la tâche ça, semble moins ambitieuse que bloquer Telegram ou YouTube. Alors, on parle aussi de reconstitution de stock des prisonniers pour des échanges. Est-ce que côté américain, il y a des gens retenus que les Russes souhaiteraient récupérer? Possible, possible, alors, mais c'est même probable. Alors, est-ce que c'est seulement aux États-Unis ou ailleurs? Il faudra voir. Je rappelle que le dernier échange a concerné notamment une personne détenue et jugée et condamnée en Allemagne. Donc, il est possible que les Russes, une nouvelle fois, considèrent que finalement les Américains sont comptables de leurs alliés. De l'Occident collectif. Exactement. Très bien. Merci infiniment pour toutes ces précisions. Igor, ça va être à toi, donc nous t'écoutons. Merci, Président. Bonjour à tous. Donc, je prends le relais sur cet aspect extérieur. Je vais commencer par le traditionnel point sur l'aide à l'Ukraine, puisqu'il y a eu quelques petits développements. D'abord, du côté de la France, qui nous intéresse au premier plan. Monsieur Lecornu, ministre des Armées, a communiqué cette semaine sur le réseau social X pour annoncer qu'une nouvelle commande de 12 canons César avait été passée par l'Ukraine à l'occasion d'un forum industriel qui s'est tenu à Kiev, des industriels de défense qui s'est tenu à Kiev au début du mois. Donc 12 nouveaux canons César qui sont produits pour l'Ukraine. Et d'autre part, M. Lecornu a confirmé qu'un lot de Mirage 2000, avions de chasse, donc, sera livré
également aux Ukrainiens au cours du premier trimestre 2025. Et Macron hier, toujours sur X, a quant à lui annoncé que 2300 soldats ukrainiens étaient formés en France dans la région du Grand Est et qu'il formait la brigade dénommée Anne de Kiev, qu'ils seraient dépêchés sur le front avec le matériel auquel ils ont été, à l'emploi duquel ils ont été formés à l'issue donc, de leur période d'entraînement. Du côté des Pays-Bas, on a confirmé la livraison d'un premier lot de 24 F-16 à l'Ukraine. Il y a aussi des projets en matière de drones. Alors, ça fait maintenant, on est en octobre, plusieurs mois qu'on entend, plusieurs semaines, voire plusieurs mois qu'on entend des lots de F-16 qui partent des Pays-Bas et d'ailleurs pour arriver. En réalité, on ne les voit pas trop pour l'instant dans le ciel ukrainien, en tout cas, ce qui nous est donné de voir sur les réseaux sociaux. On a parlé de frappes russes sur certains aérodromes, bases aériennes qui auraient détruit des appareils, mais bon, c'est jamais vraiment, c'est jamais vraiment si c'est des F-16 ou autre chose. Pilotes ukrainiens qui auraient été éliminés lors de frappes russes. Le fait est que pour l'instant, ces F-16 sont manifestement livrés, mais on ne les voit pas trop engagés à ce stade dans le ciel ukrainien, en tout cas une fois de plus, pour ce qui nous est donné de voir sur les réseaux sociaux. Toujours sur l'aide Israël, dont on parle beaucoup en ce moment, et l'apparition est assez rare dans cette rubrique de l'aide à l'Ukraine, l'ambassadeur d'Israël à Kiev a fait une prise de parole dans laquelle il a affirmé que l'État hébreu avait transféré un système d'alerte précoce pour les frappes aériennes, missiles ou avions à l'Ukraine, sans préciser quand ce système avait été transféré aux Ukrainiens, mais en revanche, il a expliqué que les Ukrainiens n'avaient jamais activé ce système sans préciser pourquoi l'Ukraine refusait d'employer, ou se refusait en tout cas la possibilité d'employer ce système d'alerte précoce qui est dénommé couleur rouge. Et l'Allemagne qui continue de styler du matériel, on parle d'une vingtaine de véhicules blindés qui sont des véhicules de logistique pour la réparation et le dépannage de tanks ou d'autres choses sur le champ de bataille, mais surtout de la livraison de 2 nouvelles batteries antiaériennes Iris en attendant d'autres batteries, 2 à 3 autres de mémoire, qui doivent être livrées d'ici la fin de l'année aux Ukrainiens, donc pour muscler la défense anti-aérienne ukrainienne, qui reste quand même toujours qui est sollicitée tous les jours en réalité. Hein. Euh, Quelques nouvelles du groupe de défense, le groupe de Rammstein, sur l'Ukraine. Donc souvenez-vous, il devait se réunir le 12 octobre, c'est-à-dire après-demain, en Allemagne sur la base de Rammstein en présence de Joe Biden, groupe de Rammstein qui rassemble une cinquantaine de pays qui soutiennent militairement l'Ukraine, qui se sont structurés en sous-groupes, hein, je l'avais expliqué, spécialisés sur la défense antiaérienne, sur les drones, sur le naval, afin d'organiser cette aide militaire à l'Ukraine. Ce groupe devait se réunir sur la base de Rammstein, ce ne sera pas le cas puisque le président Joe Biden a annulé son déplacement en raison de l'ouragan qui a frappé la Floride et donc qui a obligé le président américain à être, j'allais dire, au plus près de la situation d'urgence que provoque cette catastrophe météorologique qui est en train de se dérouler. Cette réunion devait néanmoins avoir lieu, elle a été repoussée de quelques jours, on parle désormais du 17-18 octobre, parallèlement à une réunion des ministres de la Défense de l'OTAN, qui par ailleurs devait avoir lieu à ce moment-là. Néanmoins, deuxième sujet, ça n'a pas empêché le président ukrainien Volodymyr Zelensky d'entamer aujourd'hui une tournée européenne qui doit l'amener à rencontrer le nouveau Premier ministre britannique, manifestement Emmanuel Macron d'ici la fin de la journée, puisque pardon, M. Zelensky est attendu à Paris dans la soirée, le chancelier allemand et Madame Giorgia Meloni ainsi que le pape lors d'un déplacement à Rome dans dans les jours qui viennent. Donc une tournée de M. Zelensky en Europe auprès de ses soutiens. Il y a eu des indiscrétions dans la presse anglo-saxonne cette semaine, ou en tout cas des articles qui sont parus, notamment dans le Financial Times, je pense à une série de 2 articles qui est paru ces derniers jours, qui ont fait couler beaucoup d'encre et fait réagir les Ukrainiens, puisque selon ces articles et selon les sources anonymes citées dans ces articles, eh bien, l'Ukraine aurait reverrait à la baisse ses budgets de guerre,
Et une fois de plus, dans ces articles, les Ukrainiens se résoudraient à envisager des concessions territoriales pour mettre fin au combat, en échange, selon Financial Times, de garanties de sécurité offertes par les États-Unis, la France, une série de pays, voire, selon certaines sources, une adhésion à l'OTAN. Les Ukrainiens ont qualifié officiellement ces papiers de délire, hein, c'est le mot qu'ils ont employé. Il n'en demeure pas moins que il y a toute une série de papiers au Financial Times qui sont venus pour, je dirais pas étayer cette théorie, mais en tout cas pour alimenter un petit peu ces réflexions. Le fait est que l'adhésion à l'OTAN de l'Ukraine, avec ou sans les territoires, peu importe, reste une ligne rouge, enfin, pour très clair, hein, pour la Russie, et donc paraît peu probable, d'autant plus que certain nombre de pays membres de l'OTAN ont déjà fait savoir au cours des derniers mois qu'ils étaient opposés à une adhésion, une entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Donc ça reste néanmoins un sérieux, quand même, un scénario peu plausible en l'état actuel de ce que l'on sait du rapport de force et de la crise. Les Ukrainiens, vous le savez, souhaitaient organiser un deuxième sommet international pour la paix d'ici l'élection présidentielle américaine. Officiellement, les Ukrainiens ont fait savoir que ça n'aurait pas lieu, mais que ce sommet aurait lieu avant la fin de l'année, donc probablement après l'élection américaine ou en décembre. Et manifestement, ils le souhaitent en présence de la Russie, qui, je le rappelle, a déjà fait savoir qu'elle ne prendrait pas part à ce format de sommet pour la paix. Je termine avec une information du côté de la Slovaquie, puisque le Premier ministre slovaque, M. Robert Fico, qui convalescent, mais même qui va déjà un peu mieux après l'attentat raté contre lui, hein, a laissé entendre sur un média slovaque qu'il pourrait se rendre à Moscou pour les célébrations du 9 mai, puisque ce sera un jubilé, comme on dit, les 80 ans de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Deuxième Grande Guerre patriotique en Russie. Et donc, il a laissé entendre qu'il pourrait se rendre à Moscou pour participer à ces célébrations. Voilà, Gilles, je te rends la parole. Merci beaucoup. Et écoute, on n'a pas beaucoup de questions. En plus, j'ai une question sur les Mirage F5. Est-ce qu'ils vont être livrés un jour? Est-ce que c'est sur les rails ou pas? Alors, les Mirages, oui, Alors, les Mirages, soi-disant, seront livrés au premier trimestre 2025, d'après monsieur Le Cornu. L'entraînement des pilotes à leur emploi continue, hein, on le sait par certaines communications sur les réseaux sociaux. Les F-16, c'est déjà le cas. Manifestement, certains appareils sont déjà en Ukraine. Comme je le disais, on les a pas encore beaucoup vus en action dans le ciel ukrainien. On n'a pas de vidéo qui atteste de leur emploi, de leur engagement pour une quelconque mission que ce soit. Donc, s'ils se trouvent en Ukraine, ce qui semble être le cas, ils sont pour l'instant cachés ou entreposés quelque part afin de rester à l'abri des satellites russes et donc des frappes russes contre les bases aériennes. Quand même des bases aériennes qui sont très régulièrement frappées par les Russes, hein, euh, parfois à plusieurs jours d'intervalle. Et on sait qu'un certain nombre de pilotes ukrainiens qui avaient été formés à la manœuvre, enfin à l'emploi de ces F-16, ont été éliminés, on le sait, par le pic nécrologique qui se transpire sur les réseaux sociaux. On parle notamment de deux personnes qui ont été donc tuées au cours de frappes russes sur des bases aériennes. D'accord. Dernière question, on va finir là-dessus. Est-ce que on sent avec le nouveau gouvernement français, est-ce qu'il y a une inflexion, que ce soit du ministère des Affaires étrangères ou des armées ou du Premier ministre sur la position française par rapport à l'Ukraine? Où il a choisi. Alors, sur le fond, moi, j'ai pas le sentiment, hein, et les déclarations enfin, le tweet d'Emmanuel Macron, de Sébastien Lecornu montre qu'il y a une continuité hein, dans l'action de la France et le positionnement de la France à l'égard du conflit. Je relève quand même deux éléments récents. Il y a eu la prise de parole d'Emmanuel Macron au Saint-Égidio à Paris il y a 15 jours, où il a parlé de nécessité d'envisager l'après avec la Russie. Bon, certains diront il fait une rechute, d'autres diront autre chose, mais il n'empêche qu'il a réévoqué ce scénario-là. Et le deuxième élément, c'est le discours de Michel Barnier à l'Assemblée nationale il y a une semaine, 10 jours, je ne me souviens plus, où il a parlé de l'Ukraine, mais on pourrait dire qu'il a fait entre guillemets service minimum. Il y a vraiment eu deux phrases, et puis il est passé à autre chose.
Il n'y a pas eu de grand dégagement sur l'Ukraine, les valeurs, ceci, cela. Il a vraiment fait deux phrases et il n'a pas cité nommément Volodymyr Zelensky dans son discours non plus. Pour en tirer les conclusions qu'on veut, mais sur le fond, non, il n'y a pas de changement, semble-t-il, attendre. Sur ce point de vue-là, il faudra voir ce qui va se passer en revanche après l'élection américaine. Certaines choses se mettent en branle, hein, certaines initiatives diplomatiques. Est-ce que les Américains vont faire des ouvertures en direction des Russes? Kamala Harris, cette semaine, dans une interview à CBS, a laissé entendre que si elle était élue, elle ne s'entendrait pas avec les Russes dans le dos des Ukrainiens et que l'Ukraine serait associée au règlement du conflit. Les républicains, M. Trump et surtout son colistier, M. Vance, ont une approche manifestement très différente. Merci beaucoup à l'un et l'autre pour vos interventions toujours pleines de profondeur, de sagesse et de renseignements. Donc, on attend avec impatience la suite de l'affaire Kadyrov qui va tenir le pays en haleine, j'en suis sûr, et pas que le pays. Donc, on se retrouve jeudi prochain pour donner plus d'informations, peut-être même avant s'il le faut, mais j'espère que non. Mais voilà, donc à jeudi prochain pour le 215e briefing. Comme toujours, la CCI France-Russie se tient à vos côtés. Tenez bon.